Salut la team et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors le titre t'a peut-être interpellé, mais on va voir aujourd'hui pourquoi est-ce que recruter un alternant est un piège monumental dans 90% des cas. Alors oui, il existe 10% des cas dans lesquels recruter un alternant est possiblement l'un des meilleurs investissements que tu pourras faire, mais c'est quand même très très rare, c'est pour ça que j'utilise ces proportions-là. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc on est parti, let's go. Peut-être que c'est un sujet que tu ne maîtrises pas ou peut-être que tu te demandes pourquoi est-ce que je prends la parole de manière aussi clivante. T'inquiète, je vais m'expliquer et ce n'est absolument pas contre les alternants. Tu vas vite comprendre dans cette vidéo pourquoi est-ce que je prends la parole comme ça. Point numéro 1, c'est que, et c'est ça surtout qui rend potentiellement le recrutement d'un alternant difficile et qui souvent se solde par un échec, c'est le fait que lorsque tu recrutes un alternant, très souvent, c'est parce que tu es sous l'eau et parce que tu as besoin de boucher un trou ou d'éteindre un feu. Tu le fais dans le sens où tu veux. Soit tu es plombier, soit tu es pompier. C'est exactement la même chose. Il faut que tu règles quelque chose. Si tu es en train de réfléchir à un alternant, c'est rarement parce que tu as le temps de réfléchir à prendre un alternant. Si tu veux un alternant, c'est très souvent parce que tu n'as pas le temps justement de faire quelque chose et tu as besoin d'une force de travail disponible très rapidement sans que ça te coûte très cher. C'est sûrement parce que tu croules sous l'opérationnel, tu as besoin de quelqu'un hier du coup. Tu vois, pas, tu as besoin de quelqu'un même avant-hier. Tu veux souffler un peu, il y a trop de taf et tu n'as pas les moyens surtout de te payer un CDI ou un freelance senior. Du moins, ça serait un trop gros investissement pour toi, même si tu as les moyens, ça serait déraisonné en fait d'investir dans un CDI, ou alors tu n'as pas la possibilité, ou alors ça serait aussi déraisonné d'investir dans un freelance senior parce que les tâches que tu as besoin qu'il effectue ne sont pas si senior que ça. Donc très souvent, tu es dans cette posture-là lorsque tu veux recruter un alternant et c'est pour ça d'ailleurs que très souvent, c'est un mauvais choix. Donc, en fait, ce que tu vas te dire, c'est allez, je vais prendre un alternant, ça coûte pas cher, ça va m'aider. Sauf que cette logique, comme je te disais, c'est exactement ce qui va t'amener dans le mur parce que tu fais un choix, en fait, un choix rapide, un choix économique dans un moment où en fait tu n'as pas forcément la capacité de prendre de la hauteur et de réfléchir correctement à ta prise de décision. Et ça, tu vas le payer pendant 12 mois minimum, parce que les alternances, c'est minimum 12 mois, et même des fois 24 mois. Et comme le recrutement est précipité, comme le recrutement n'est pas effectué pour les bonnes raisons, et ben ça va droit dans le mur. Et donc, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, parce que c'est important d'expliquer pourquoi et comment recruter un alternant, mais surtout quand recruter un alternant, pour être sûr que ça soit un bon recrutement pour l'alternant et pour toi. Un alternant mal recruté, je vais appuyer dessus, zéro autonomie. Ok, 100% de dépendance à toi, c'est exactement la même chose. Un gouffre de bande passante, mentale et physique aussi, parce que ça prend du temps de manager, des heures de formation à fournir. Quand je te parlais de temps de manager, il y a aussi du temps de formation. Et c'est aussi une lourdeur administrative qui est un peu sous-estimée. C'est quand même lourd de recruter un alternant, même si aujourd'hui tout est entre guillemets facilité par l'État. Ça reste quand même une lourdeur administrative que tu t'ajoutes en plus par rapport à recruter un freelance. C'est une facture, un paiement. Un alternant, il y a quand même des choses. Il y a l'école, il y a le fait que tu sois, que tu sois souvent ou qu'il ait besoin d'un tuteur, qu'il y ait des réunions tripartites. Il y a les OPCO aussi qui rentrent en jeu pour payer la formation. Enfin bref, il y a pas mal de trucs à gérer si tu ne connais pas. Mais c'est quand même une sacrée lourdeur administrative pour un profil très junior. Final, tu voulais un renfort et tu as rajouté une charge. C'est très souvent le cas. Pour ces raisons-là, dans 90% des cas, je suis désolé, j'ai été interrompu, mais ce que je disais, c'est que dans 90%, du coup, pour ces raisons-là que j'ai citées juste avant, je prends un freelance. On veut de la perf, on veut boucher des trous, on veut éteindre des feux, pas d'éducation, pas de formation. On veut un livrable, pas un accompagnement. On veut de l'autonomie, pas un jeune motivé que tu dois former. Ok, quand tu es dans cette posture-là, d'accord. Encore une fois, très souvent tu es dans cette posture-là. Il y a des grandes boîtes qui ont des programmes spécifiques pour recruter des alternants avec des personnes dédiées. Ces grandes boîtes-là, oui, non, elles ne sont pas dans cette posture-là. Mais très souvent, les business de notre taille, les petits business qui font moins de 2 millions par an, quand on recrute un alternant, on n'a pas le temps de recruter un alternant en fait, et on recrute un alternant pour venir boucher un trou. Donc c'est pour ça que je prends des freelances à chaque fois. La force du freelance, forcément, il y a des avantages et des inconvénients, hein, mais dans ce cas de figure-là, le freelance, quand même, sa force, c'est qu'il est opérationnel dès le jour 1, vu qu'il est déjà formé. Il va te livrer ce que tu demandes et il te coûte un peu plus cher à l'heure, et même surtout un peu plus cher si tu le payes au mois ou au forfait, même peut-être beaucoup plus cher. Par contre, en fait, ce qui va te décharger en termes de charge mentale et en termes de sérénité quant à la qualité de son travail,
Ça vaut largement l'argent que tu vas mettre en plus sur lui pour venir boucher des trous et éteindre les feux. Donc dans 90% des cas, c'est le meilleur choix business. Considère le fait de prendre un alternant comme vraiment un investissement et un cas de figure propice à recruter un alternant plutôt que recruter un freelance. Ok, dans 90% des cas, sur ta taille de business, sur ma taille de business, en dessous de 2 millions à l'année, c'est le meilleur choix. Quand on est une grande entreprise avec plusieurs centaines, voire milliers d'employés, oui, ça fait sens d'avoir des alternants. Ok. Sauf si, peut-être, tu es prêt à faire un taf de structuration justement, même si tu es une petite entreprise, tu as des vraies raisons de recruter un alternant. Donc, si tu n'es pas dans ce cas de figure-là, ce qui est le cas dans très souvent, mais si tu n'es pas dans ce cas de figure-là, et que tu es prêt à former quelqu'un depuis zéro, et ensuite de ça, potentiellement l'onboarder en tant qu'employé de ta boîte ou collaborateur à temps plein et non plus alternant, et ben oui, moi j'ai quand même des histoires d'alternants qui sont devenus des pépites. Ok, ça arrive. J'ai recruté à peu près, voilà, je te le mets ici, mais j'ai recruté quand même pas mal d'alternants et ça peut quand même marcher. On va voir ça juste après. Mais pour ça, pour recruter un alternant et qu'il devienne une pépite, eh ben, il faut le recruter avec exigence, avoir des méthodes de recrutement et surtout un timing de recrutement. Il faut le former avec des méthodes aussi. Il faut le manager correctement. Et ça, c'est très, très difficile. C'est peut-être la partie la plus difficile. Moi, j'ai toujours galéré à ça. Et il faut le piloter comme un collaborateur à part entière. C'est comme si c'était un CDI. Et ça demande un système. Moi, quand j'ai recruté mes alternants, je n'avais pas de système, je vais t'en parler juste là. Et pas un espoir ou pas l'espoir potentiel que l'alternant devienne autonome. Non, non. Il faut le former, il faut le recruter avec exigence. Et pour ça, il faut que tu sois préparé, il faut que tu aies un système. C'est pour ça que ça ne convient pas très souvent au timing de recrutement d'un alternant. Parce qu'encore une fois, si on en revient au début de cette vidéo, généralement, quand tu recrutes un alternant, c'est que tu as un besoin très fort qui te fait très mal et tu n'as pas le temps de prendre le temps de recruter un alternant correctement. Bref. Ce que j'ai appris à mes dépens chez Horus avec les alternants. J'ai recruté plus de 10 alternants. En vérité, aujourd'hui, je pense qu'on est plus autour des 15 que des 10, que ce soit sur Horus ou sur le charbon. Alors, j'en ai eu des très très bons et j'en ai eu 3 ou 2 des très 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 bons, tu vois, que j'aurais pu garder en collaborateur pendant. Et d'ailleurs, j'en ai gardé en collaborateur. Mais j'en ai gardé 2 en collaborateur sur plus d'une quinzaine recrutés. Je pensais que c'était la solution miracle au début quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, parce que forcément, tu te dis, tu vas pouvoir former quelqu'un, c'est quelqu'un qui est à temps plein avec toi, il suffit qu'il ait un minimum de compétences, et puis tu peux le faire littéralement, prendre un tremplin et devenir une machine de guerre. La vérité, c'est que non. Du coup, vu que tu as vu le ratio, j'en ai recruté plus de 10, voire 15, j'en ai que 2 qui ont été vraiment bons et qui ont été vraiment performants. Les autres, je les ai pas gardés. Pourquoi ? On en revient au début, parce que je les ai recrutés dans l'urgence, parce que j'avais aucun système de formation et parce que je pensais que, comme c'était des profils qui techniquement sur le CV étaient compétents, ils allaient pouvoir se débrouiller. C'est faux, j'ai perdu un temps fou à les former, j'ai perdu un temps fou à essayer de les formater parce que je n'avais pas de système et donc du coup, j'étais pas concentré sur le développement de ma boîte, j'étais concentré dans ma boîte et bref, il n'y a rien de pire que ça. On va aller un peu plus loin pour expliquer ma théorie et que tu comprennes la psychologie d'un alternant. Parce que pour le coup, j'en ai fréquenté beaucoup et j'ai été alternant il n'y a pas si longtemps que ça. J'étais alternant il y a 3 ans, moi. J'étais alternant il y a 3 ans. Donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Je sors de l'école il n'y a pas si longtemps que ça. C'est quoi la psychologie d'un alternant ? En fait, c'est quelqu'un qui découvre la vie professionnelle. Il a peu de repères, donc peut-être qu'il a un peu d'expérience, mais même si c'est un peu d'expérience, il a très peu de repères, peu de structure, voire pas de structure. Il a beaucoup d'attentes. Notre génération, et encore plus les générations d'après moi, des attentes irréalistes. Ils croient que le marché du travail, c'est quelque chose de simple. Ils ont zéro résistance au flou, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas se débrouiller dans des environnements qu'ils ne contrôlent pas. Et c'est ce que je disais avec les générations. En fait, aujourd'hui, ils n'ont plus faim, ils n'ont plus envie de travailler. Ils ne comprennent pas que travailler, c'est quand même important. Et c'est de pire en pire avec les générations qui arrivent. Ils veulent du télétravail, du confort, un bon ordi, un emploi du temps flexible, une boîte à impact. Ils veulent avoir une mission à impact, mais sans le stress, sans la pression, sans les responsabilités qui vont avec. Bref, ça, c'est un syndrome de la nouvelle génération. Déjà que ma génération est très comme ça. Les générations d'après, c'est encore pire. Donc en fait, si tu fixes pas un cadre dès le début, tu vas gérer un stagiaire concrètement et c'est pas un collaborateur utile. Alors que le but d'un alternant, c'est quand même de former quelqu'un qui potentiellement deviendra collaborateur chez toi.
Un red flag que j'ai toujours identifié sur les alternants, c'est que la majorité d'entre eux ne veulent pas se projeter dans ta boîte après leur alternance. Ils veulent aller faire, je sais pas moi, du van en Australie ou alors vivre à Bali en tant que digital nomade. Et donc quand quelqu'un ou quand un alternant au moment de le recruter te dit ça et ne s'envisage pas du tout par la suite en tant que collaborateur chez toi, ne jamais le recruter. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen que cette personne-là soit un bon élément si dès le départ il te dit que tu es de passage et que son alternance est une manière de valider son diplôme. Jamais, jamais. Comment recruter maintenant un top alternant? Petite méthode. Alors, ce n'est pas une méthode miracle, mais c'est quand même une méthode qui évite les principales problématiques. Il va falloir que tu fasses une scorecard. Okay, donc, une scorecard, c'est des questions avec une réponse que tu vas noter sur un certain barème. Et ce barème correspondra à une note totale. Et cette note totale te donnera la validité, la pertinence de ce profil par rapport au poste que tu vas recruter. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire à chaque fois. On pourra en reparler dans une autre vidéo. Pourquoi pas comment faire une scorecard sur un recrutement. Ça peut être une très bonne vidéo. L'objectif du poste, il va falloir que tu les mettes dedans, les compétences requises et les comportements attendus. Donc, il y a aussi la partie comportement dans une scorecard. Hein. Je t'ai mis quelques red flags là, juste ici. Si l'alternance ne projette pas, il ne faut pas le recruter. S'il parle plus de son rythme, du coup, que de l'école, que de ta boîte, c'est compliqué. S'il ne pose pas de questions sur ton activité, bon, ça, c'est comme n'importe quel recrutement. Et s'il a besoin d'être rassuré, entre guillemets, biberonné constamment, ça aussi, c'est un très, très mauvais indicateur parce que ça veut dire qu'il ne sera pas autonome du tout, même après formation. L'étape 2, après avoir fait cette scorecard et potentiellement avoir éliminé pas mal de monde, c'est faire un process de sélection en 3 étapes avec un test. Fais toujours un test. Moi, à chaque fois que j'ai fait des recrutements sans test, en fait, tu te fais avoir par une espèce d'écran de fumée en face de toi et tu ne vois pas concrètement ce que vaut la personne. Donc, fais un test, je sais pas, rédaction de poste, montage, organisation d'un projet, j'en sais rien, peu importe là où tu veux recruter l'alternant. Fais un premier entretien où tu vas vérifier un peu le côté fit humain, etc. Et ça, c'est très important aussi dans un alternant. Encore une fois, tu vas regarder s'il se projette ou pas dans la mission. Et après, tu fais un deuxième entretien technique. Pourquoi pas revenir sur le test pratique qui a été fait, faire une évaluation aussi grâce à la scorecard au niveau des compétences. Et là, tu scores objectivement par rapport à ses compétences et par rapport à ce qu'il peut faire sur le sujet. Au-delà de ça, donc au-delà du recrutement qui est un peu plus structuré, pas un recrutement en mode on regarde les CV, on fait des entretiens, on en fait un recrutement structuré, même si c'est qu'un alternant, entre guillemets. Il va falloir aussi que tu te concentres sur la partie onboarding, parce que moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que lorsque j'avais mal onboardé mes alternants, ce qui n'a pas été le cas sur les derniers, et les derniers ont été bons, enfin du moins je me suis évité pas mal de problèmes, en fait c'est 50% du succès. Si avant l'arrivée, tu as de quoi le nourrir en termes de process. Que ce soit des SOP, que ce soit l'accès aux outils, que ce soit déjà les réponses aux questions qu'il va se poser, que ce soit la manière dont il doit gérer ses projets, qu'il ait un planning défini, que le planning soit quand même assez précis, etc. Qu'il ait des vidéos, un peu comme celle que je suis en train de faire actuellement, tuto pour expliquer comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce qu'il va faire, quel est son rôle, quel est le fonctionnement de la boîte, c'est quoi le process de delivery, c'est quoi les règles. En fait, si tu as une énorme structure et que tu as planifié en fait, son apprentissage sur au moins 2 ou 3 semaines, voire un mois, après son arrivée, tu élimines beaucoup de problématiques que tu peux rencontrer. Tu vois, là, je t'ai mis un petit framework qui pourrait ressembler à quelque chose que tu pourrais faire. Semaine 1, tu lui fais des livrables rapides à produire avec un planning précis jour par jour et tu fais un point de 15-30 minutes tous les jours avec lui parce que la semaine 1, elle est quand même très, très importante pour son intégration. Semaine 2 à 4, tu fais un point avec lui toutes les semaines. Tu le formes. Feedback formalisé par exemple le vendredi à la fin de la semaine comme je te le disais et tu le fais bosser sur des projets directs mais des projets qui n'ont pas d'importance capitale pour ta boîte, c'est important. Comment le manager aussi pour éviter toutes ces problématiques-là? Il te faut des rituels obligatoires. En fait, moi, ça me faisait chier de faire des points avec mes alternants parce que je pensais que ça allait les faire chier eux et que ça allait pas avoir d'importance. La vérité, c'est qu'il faut quand même les manager avec fréquence. Donc, tu vois, un truc qui peut ressembler à quelque chose, c'est ça. Lundi matin, plan de la semaine. Donc, tu te pointes avec eux le lundi matin pour être certain que sur la semaine, ils vont faire ce qu'il y a à faire. Le vendredi soir, bilan plus feedback sur tout ce qui a été fait dans la semaine. Et toutes les 6 semaines, moi je faisais ça toutes les 4 semaines même, tu fais un entretien formel avec grille de progression. Donc voilà ce qu'on s'était dit au début de mois, voilà ce que tu as réussi à faire, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que tu as fait ça, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ça, et on itère et on refait un nouveau plan d'action sur lequel on ira faire un bilan 4 ou 6 semaines après. Moi, j'avais fait un petit outil de tableau, donc avec des notations, des avancées, des progressions sur tout ce qu'ils avaient à faire.
Et c'était bien parce que du coup, quand on se posait sur les bilans, on avait quelque chose de tangible à regarder et on pouvait faire des retours et un feedback intéressant. Donc ça permettait à l'alternant aussi de monter en compétence et de regarder là où il a des retards ou là, où là il est en avance potentiellement, même si c'était beaucoup de retard. La posture, c'est hyper important lorsque tu as un alternant. Moi, j'ai fait cette erreur beaucoup trop de fois. J'ai été trop proche de mes alternants, mais c'est aussi une question d'âge. Donc, si tu n'as pas mon âge, si tu es un peu plus vieux ou un peu plus vieille que moi, tu n'auras pas ce problème-là. Mais si tu as mon âge ou plus jeune, bah, tu vas avoir ce problème-là. En fait, ton âge n'est pas assez lointain de l'âge de tes alternants. Et donc, du coup, il y a cette relation, on est potes, on a le même âge, on est dans le même délire, etc., qui, malgré moi, a pris le pas sur notre relation. Et donc, en fait, j'étais pas un manager, j'étais un pote. Et ça, c'est problématique. Ça, c'est problématique. Donc, la posture est hyper importante. Euh, T'es patron, t'es patronne, tu exiges, tu n'excuses pas, tu formes, tu rends autonome rapidement. Tu fais des feedbacks clairs, même s'il faut être, même s'il faut être négatif ou positif, il faut être tranchant, il faut le dire dès le départ, il faut prendre cette posture-là de patron, pas de bienveillance parce que tu as le même âge, etc. Si c'est quelque chose qui doit être fait, ça doit être fait. Si c'est mal fait, c'est mal fait. Si c'est bien fait, c'est bien fait. Il faut être juste et il faut prendre cette posture de manager, cette posture de patron. Parce que sinon, c'est comme la gangrène. Tu laisses ça et petit à petit, ça gangrène et ça se retrouve dans des situations très compliquées à gérer. J'ai des anecdotes de fous que je ne perdrai pas de temps à raconter ici. Mais voilà, il faut prendre une posture de manager dès le départ. Sinon, c'est comme la gangrène. Mets-toi-le dans la tête. Comment est-ce que maintenant tu incentives et que tu projettes un alternant? Parce qu'en fait, c'est ça qui fait qu'un alternant va se dépasser. Moi, les deux alternantes, en plus, c'était deux alternantes qui ont continué avec moi. C'est parce que je les avais projetées, on les avait projetées et on les avait incentivées. Comment on a fait ça? En gros, on a respecté déjà tout ce que je t'ai dit avant, mais surtout, on leur a donné des projets, on leur a donné des responsabilités sur lesquelles elles étaient du coup les pilotes, elles étaient les responsables, et donc du coup, elles sont montées en responsabilité, elles ont dû trouver des réponses à des questions par elles-mêmes, et elles ont dû prendre la responsabilité justement de la réussite ou de l'échec de ce projet, et ça fait grandir, ça incentive à rester et ça projette. On leur a aussi fait part d'une prospective claire, c'est si vous êtes forte, on vous prend en CDI, ça a d'ailleurs été le cas. Et on a fait aussi part d'une reconnaissance visible, donc on leur donnait des feedbacks, comme on l'a vu avec les différents points. Quand c'était bien, on le disait, quand c'était pas bien, on le disait, et on en parlait aussi autour de nous et entre nous, face à tout le monde, face à toute l'équipe. Et donc du coup, forcément, ça impose quelque chose et ça projette aussi la personne. Le feedback est positif, tout le monde est au courant, la perspective elle est claire et on a tenu notre promesse. Forcément, ça va les projeter. Ce qu'il faut éviter, ce que je te conseille d'éviter, c'est le flou sur l'avenir. Si la personne te dit « ouais, qu'est-ce qu'on va faire après ?» que tu sais qu'elle ne sera pas gardée en alternance, je te conseille d'être honnête. Et à l'inverse, si elle sera gardée à la fin de l'alternance, être honnête aussi, ça va te permettre de faire tout ça. Les promesses molles comme ça, là, on verra comment ça se passe et on fera un bilan, ça marche pas. Et les excuses du genre « c'est pas grave, tu es en alternance » qui, en gros, te donnent l'opportunité de faire table rase sur tout ce qui a été mal fait, sans te prendre la tête un peu en move d'évitement, ça faut éviter aussi. Ok. Bref, ce que tu dois retenir de cette vidéo, qui est un peu particulière en vérité, parce que c'est un sujet que j'aborde quand même assez rarement, un alternant, c'est une charge avant d'être un levier, surtout si tu le recrutes dans les conditions qu'on a regardées au début. Là. Si tu n'as pas le temps de le cadrer, tu dois prendre un freelance. 90% des cas, c'est mieux. Par contre, si tu veux prendre un alternant, que tu veux miser sur son potentiel, ça veut dire que tu as le temps de le faire et ça veut aussi dire que tu as créé le système pour accueillir un alternant de la meilleure des manières. Sinon, ça sera un carnage pour les deux parties. Okay, il te faut une scorecard, il te faut une méthode, il te faut des SOP, il te faut un système, il te faut un cadre. En gros, il faut lui donner des responsabilités, l'incentiver, le projeter. C'est important. Si tu n'as pas tout ça et si tu n'as pas tous ces éléments qui sont réunis, ne prends pas d'alternance, c'est un piège. Tu vas crouler avec lui ou elle. Et il n'y a rien de pire aussi de donner l'impression à quelqu'un qui va passer une bonne alternance et qu'au final, il se retrouve dans quelque chose qu'il ne maîtrise pas, qui n'est même pas maîtrisé par le ou la fondatrice, donc son patron, et qui se révèle être quelque chose de pas du tout cool pour lui et pour son apprentissage ou pour elle et son apprentissage. Un bon alternance, ça ne s'improvise pas, ça se sélectionne, ça se time aussi, le timing du recrutement est très important, ça se pilote. Sinon, ça sera un problème de plus à gérer. Écoute,
on est bon pour cette vidéo. Encore une fois, tu auras le dossier, enfin le fichier texte juste en dessous dans la description. Si jamais tu veux qu'on parle un peu plus des alternants et de comment on s'est démerdé nous avec nos alternants, et comment on se démerde encore avec nos alternants, écoute, on pourra parler de ça lors d'un call. Encore une fois, tu auras le petit call, le charbon, là, le site internet Le Charbon, si jamais tu veux qu'on prenne un call et voir comment on peut parler de ça et de plein d'autres choses, notamment du scaling de ton activité. Tu sais où nous trouver, et puis on se retrouve très vite sur cette chaîne pour une prochaine vidéo. Ça, c'est un sujet qui m'a fait kiffer à aborder, et je pense qu'il y a très peu de gens qui abordent ce sujet de cette manière-là, parce qu'il y a très peu de gens qui ont de l'expérience sur le recrutement d'alternants et la gestion d'alternants, et qui ont aussi le courage de parler comme ça de l'alternance, parce que j'y vais quand même à contre-courant là. Mais bon, je pense que c'est intéressant, je pense que les gens doivent savoir, les gens doivent être au courant, et pour le bien des alternants aussi, il y a des trucs à respecter, il y a des trucs à avoir en tête avant de recruter, parce que souvent ça se termine mal au niveau des alternants, parce que ils sont recrutés pas correctement. Bref, on se voit très vite dans une prochaine vidéo, c'était un plaisir, je vous souhaite force et honneur, et au charbon.